Bien, alors nous poursuivons l'exploration des principaux sites, des sites les plus significatifs du Khorezm de la période qu'on appelle maintenant Antique II et qui correspond en gros chronologiquement à la période des royaumes grecs plus au sud. Alors j'ai donc, après avoir montré le site de Kalaluguer I qui semble indiquer une sorte d'effet différé de l'art de cour achéménide, j'ai présenté un premier site, petit site, qui montre ce que j'ai qualifié de souffle de l'hellénisme en frontière sud du Khorezm, ce mystérieux site de Kaladjik Tepe qui a fourni les uniques exemples d'imitation de tuiles droites à la grecque. Et j'en viens maintenant à un deuxième site également qui a également des caractères grecs, qui est également en limite extrême sud. Alors attendez, aujourd'hui j'ai pas d'horloge. Est-ce qu'il est parti? J'ai pas de pointeuse. Bon, bon c'est pas grave. Qui est en limite extrême sud. Voilà, alors, je vais faire ça avec un crayon. Voilà, on avait donc vu Kaladjik est par là, 7, oui c'est celui-là, et voilà, c'est le site d'El Kharas qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on peut pas, il n'y a pas plus au sud. Donc c'est vraiment le site par lequel, en venant par la voie fluviale, on entrait au Khorezm. Est-ce que l'appariteur est encore là? J'aimerais bien voir quand même l'horloge. Ah, sinon, je peux faire avec la... Ouais, c'est pas très... Non. Bon. Alors, donc ce site en frontière sud, El Kharas, est beaucoup plus important que Kaladjik. Il a été fouillé dans les années 70, je crois. C'est une fouille de sauvetage. Le site, en fait, était magnifiquement conservé, mais il a complètement disparu sous les eaux d'un barrage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fouillé en hâte. Alors, il y a tout de suite un problème de chronologie. C'est que il a été publié assez luxueusement par sa fouilleuse Lévina et daté très très tôt, fin 5e et 4e siècle, donc carrément même... Ah, oui, si je peux avoir le pointeur, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, parce que d'habitude, c'est pas celui que j'ai d'habitude, d'accord. Fin 5e, il a été daté, donc voilà, El Kharas, il a été daté, le site de frontière, il a été daté fin 5e, 4e siècle, datation certaine, vraisemblablement beaucoup trop haute. Certains pensent maintenant 3e siècle, donc pendant la période hellénistique. Selon Minardi, dont je cite souvent la chronologie révisée, c'est même encore plus tard, ce serait au IIe siècle. Bien. Alors, c'est un site totalement atypique, unique dans tout ce qu'on a au Khorezm, et à vrai dire un peu dans tout ce qu'on a ailleurs. Il est sur le fleuve. Voilà, il est entouré d'un mur, mais ce mur n'est pas un rempart, c'est pas fortifié. L'état de conservation est absolument exceptionnel, comme vous pouvez le constater, puisque les structures de briques crues étaient conservées jusqu'à la voûte, laquelle tenait encore. Cette voûte est elle-même une nouveauté complète dans le pays, puisque c'est une voûte maçonnée selon la technique, d'abord très impressionnante, très monumentale. Le corridor est large de 3,60 m. Et c'est couvert par la technique dite des tranches inclinées, qui est bien connue en Iran, pratiquée jusqu'à l'époque médiévale. En gros, il y a deux façons de faire une voûte en brique. Il y a la voûte radiale, comme ça, ce qu'on a l'habitude, nous, de voir dans les encadrements de portes. Mais ce type de voûte suppose des étais en bois pour la maçonner. Et puis, il y a le type en tranche inclinée, c'est-à-dire que les briques sont à plat contre le mur de fond, comme ça, un peu incliné, et continuent.
on continue à maçonner en avançant. L'avantage de cette technique, c'est que l'adhésion se fait sur la surface principale de la brique et que par conséquent, quand on avance de tranche en tranche, on n'a pas besoin d'étayer. Voilà. Donc dans des pays, c'est une technique typique. Enfin, entre autres avantages, c'est une technique économe en bois dans les pays où il est rare. Alors, cette technique des tranches inclinées apparaît pour la première fois au Khorezm à El Kharas, ce qui rend déjà le site très, très intéressant, puisque elle est largement connue dans l'Empire achéménide, hérité de la Mésopotamie ancienne, bien connue à l'époque grecque en Bactriane, en Asie centrale méridionale, en Sogdiade, mais au Khorezm, elle était bien que la brique crue apparaisse avant l'époque en question, la technique de la tranche inclinée n'était pas connue. Donc c'est visiblement une technique importée. Alors, le plan est très curieux, enfin très, très original. En fait, ici, le nord est en bas. Alors, on a un grand bâtiment à l'ouest. Alors, vous voyez tout de suite, c'est une architecture beaucoup plus régulière que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au Khorezm. Une architecture vraiment de type modulaire, c'est-à-dire ce n'est pas de l'architecture empirique. Ça, c'est un plan d'architecte avec des mesures fixes et une recherche poussée de la symétrie. Alors, ce type de régularité, on va le trouver à partir de maintenant au Khorezm. Voilà, c'est vraiment là qu'il apparaît. On a un corridor, ce corridor axial donc voûté en tranche inclinée dans le bâtiment ouest, qui sépare deux ensembles de pièces à caractère, disons, assez monumental. Apparemment, alors ici, voilà, deux grands salons qui ont été, avec un pilier central qui devait supporter la voûte, ou peut-être un toit plat ici, qui ont été rapidement condamnés pour moitié. Ces grands salons ont été condamnés pour moitié, et en fait, la vie s'est reportée à un étage. Alors, on a supposé que c'était un indice de podium cultuel, etc. Bon, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce qu'on constate, c'est que 4 des pièces ont, sur tout leur pourtour, des niches avec un décor à la grecque, un décor de terre crue moulé sur une armature de bois. Alors, c'est conservé qu'en fragments. Enfin, voici des pieds. Bon, je m'excuse de la qualité médiocre, mais c'est pris dans des publications. On n'a pas de photo originale. Et ici, un buste de femme nue et qui permet un certain commentaire. C'est le type dit en Grèce de l'Aphrodite pudica. C'est Aphrodite qui, qui met sa main sur la poitrine, apparemment pour cacher ses seins, mais bien entendu, telle n'est pas son intention, et l'autre main sur son ventre. C'est très connu dans tout l'art classique. C'est vraiment le type de l'Aphrodite pudica. Donc là, on est dans un univers complètement nouveau par rapport à ce qu'on connaissait au Khorezm. Et des niches comme ça, il y en a partout dans ces pièces. Ici, également grande nouveauté, une salle de bain avec un drain d'évacuation. Ça, c'est bien connu partout dans l'habitat grec en Bactriane, mais jusqu'alors pas connu au Khorezm. Et puis, on a un autre corps de bâtiment qui est en fait à l'est. Et vous voyez, c'est pareil, c'est vraiment de l'habitation cellulaire, hein, un grand corridor qui dessert avec un corridor axial et tout cela délimite des blocs quasi identiques de 3 appartements chacun. Et c'est des 4 pièces. Donc ça, c'est vraiment, ça saute aux yeux, c'est l'architecture. Ça ne copie pas l'architecture d'Aï-Khanoum, mais ça y ressemble, par les principes, ça y ressemble beaucoup. Ces grands corridors, ces recherches de symétrie, cette régularité, ça ressemble beaucoup à l'architecture du palais, dans les principes, l'architecture du palais d'Aï-Khanoum. Alors,
voilà, à nouveau donc des photos qui montrent l'état. Vous voyez, la voûte tenait ici, c'est conservé pratiquement jusqu'au niveau de la voûte. Voilà les coupes, là, dans certains cas. Donc, pour le grand corridor axial, la voûte tenait encore. Bon, il ne reste plus rien de tout ça. Ce monument, il faut tout de suite dire que ce qui a été fouillé, ça n'est qu'une partie du site. Le reste était déjà tombé dans l'eau, donc on doit raisonner à partir d'une partie de ce qui a été un site plus grand. La fouilleuse Lévina le publie, disons, comme un sanctuaire. Bien. Ses conclusions et sa datation ont été réfutées dans un article paru en anglais, en fait, par un grand archéologue, Kochelenko, dont j'ai parlé l'année dernière parce qu'il a beaucoup travaillé à Nisa. Il a aussi travaillé d'ailleurs à Iranoum une année. Et l'indianiste Grigory Bongart-Levin, qui ont publié un article dans la revue italienne en anglais East and West, revue d'archéologie et aussi, revue d'orientalisme. L'article s'appelle The Puzzle of El Kharas. Alors, sensibles aux très grandes affinités avec l'architecture de la bactriane grecque, ils interprètent le site comme un oppidum frontalier qui ne serait pas un poste militaire du Khorezm, mais qui serait un poste militaire des Grecs. Et plus précisément des Séleucides. Et évidemment, pour eux, c'est une découverte, leur proposition est tout à fait sensationnelle, parce que tout simplement, ce serait le point le plus extrême atteint par la colonisation grecque au nord, juste en bordure du Khorezm. Alors, Michele Minardi, qui a repris la question, pense qu'en fait, ça n'est pas un site militaire. Il attire l'attention sur le fait que le mur extérieur n'est pas un rempart, qu'il existe à la même époque un site pas loin qui, lui, est un fort. Donc ici, ce ne serait pas un site militaire. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est un site sur le fleuve. Donc, a priori, un site portuaire. Il propose d'interpréter le matériel qu'on a trouvé, c'est-à-dire cette statue, disons, du type d'Aphrodite, ses appartements, comme révélant un sanctuaire où on aurait pratiqué la prostitution sacrée. Alors, évidemment, ça tombe bien, c'est sur un port fluvial. Donc la clientèle était assurée de ne pas manquer. Alors, il compare avec le sanctuaire bien connu de la déesse phénicienne, syrienne Astarté, qui se trouvait en fait sur la côte de l'Étrurie, à l'époque de l'Empire étrusque, à Pyrgi, où là on a des tablettes et les activités qui étaient pratiquées dans ce sanctuaire ne donnent aucune place au doute. Après tout, c'est assez séduisant. On se dit quand même que ces dames étaient mieux logées que la plupart de leurs consoeurs de l'époque contemporaine. Mais le problème est que peut-être, quelle réalité recouvrirait une version locale d'Aphrodite? Alors, ça peut être évidemment Aphrodite, et on serait à ce moment-là dans un contexte culturellement et du point de vue religieux grec. Si c'est une version locale, il faut chercher une déesse iranienne qui pourrait remplir les fonctions d'Aphrodite et couvrir ce type d'activité. Alors, on peut imaginer, à vrai dire, que deux déesses,
Évidemment, on pense à Anaïta, la déesse des eaux fécondantes. Il y a quand même un problème, c'est que, bon, certes, Anaïta est identifiée à Aphrodite par les premiers auteurs grecs qui en ont parlé, c'est-à-dire Hérodote et Béroze, mais elle est plus généralement identifiée par les auteurs grecs à des déesses vierges du panthéon grec, tantôt Athéna, tantôt Artémis. Et effectivement, les fonctions d'Anaïta dans l'hymne qui lui est consacré dans l'Avesta indiquent clairement qu'elle est décrite comme une vierge parvenue à l'âge de la nubilité. On ne voit pas en quoi elle peut couvrir ce type d'activité. Alors, il y a une autre déesse féminine très importante dans le panthéon iranien et dont on sait qu'elle a une importance très forte en Bactriane, puisqu'elle est souvent représentée sur les monnaies kushanes, c'est la déesse Ashi, dont le sens est probablement le don, l'octroi, voilà, Kellen traduit l'octroi, c'est la déesse du don, de la gratification. En fait, son nom complet, c'est Ashi Vanuri, la bonne Ashi. Alors, on voit bien par l'hymne qui lui est consacré qu'elle est sur un autre versant de la féminité qu'Anaïta. Elle est, disons, plus matronale. Il n'est pas suggéré qu'elle est vierge. Elle se livre même à quelques jeux érotiques avec le prophète Zarathustra quand elle le fait monter dans son char. Elle est la patronne, ce que n'est pas Anaïta, de la beauté des femmes au foyer et de leur fécondité. Donc, si on cherche une Aphrodite, il faudrait plutôt, du côté iranien, il faudrait plutôt chercher la déesse Ashi que Anaïta. Et d'ailleurs, dans le dernier livre qui a été consacré à la déesse Ashi par Éric Pirard, qui est donc la dernière traduction en date de son hymne, le livre s'intitule « L'Aphrodite iranienne ». Bon, bien, mais au-delà de ces questions sur l'identité possible de la déesse, de toute manière, même si quelque part la déesse Ashi règne sur ce sanctuaire, il est fort douteux que cette statue de femme nue la représente. Aucune déesse iranienne, il n'est jamais suggéré d'aucune déesse iranienne qu'elle puisse être figurée nue. Et quand on a des illustrations claires de déesses du panthéon iranien, la nudité est toujours proscrite. On peut, à propos de cette hypothèse des prostituées sacrées, je me permettrai quand même une petite digression. C'est une hypothèse qui a été plusieurs fois émise à propos de lieux de culte en Asie centrale, à propos de divers temples, de ce que pouvaient être les temples zoroastriens à l'époque antique. À vrai dire, l'hypothèse ne repose sur rien. Elle repose sur un seul élément, ce sont les origines partiellement babyloniennes de la déesse Anaïta, dont il est évident qu'au niveau iconographique et même au niveau conceptuel, telle qu'elle est connue dans l'Iran des époques ultérieures, notamment sassanide, elle a récupéré un certain nombre de fonctions de la déesse mésopotamienne Ishtar et aussi de la déesse Nana, dont en fait elle a récupéré le nom. Bien, elle est plus souvent appelée Nana qu'Anaïta dans l'Est. Mais qu'en est-il des témoignages réels, directs, incontestables de l'existence de prostitution sacrée dans les temples en Iran? Eh bien, à vrai dire, il y en a un seul, et c'est pas directement en Iran, c'est en Arménie méridionale. Alors, effectivement, on a le géographe Strabon, qui s'intéresse beaucoup aux régions anatoliennes et est-anatoliennes, dans son livre 11, paragraphe 14-16, parle à propos de la région de l'Assie-Lycène,
qui est donc une province méridionale de l'Arménie, au contact de la haute Mésopotamie, il parle d'un temple d'Anaïtis, qui est la forme grécisée de la déesse Anaïta. Et il dit qu'effectivement, on y pratique la prostitution sacrée. À vrai dire, dans des conditions assez spéciales. Les filles sont des filles de bonne famille, qui ont été placées là par leurs parents, et elles choisissent leur partenaire. Et elles le choisissent, dit Strabon, dans leur milieu social. Et plus tard, elles se marient honorablement. Au fond, ça n'est pas très différent de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales modernes. Donc, il y a ce témoignage qui semble irrécusable, d'autant plus que Strabon est très bien informé sur les réalités religieuses de l'Anatolie, puisqu'il appartient lui-même à une famille alliée au milieu sacerdotal de la Cappadoce. Ceci dit, il ne faut peut-être pas se laisser abuser par le nom Anaïtis, qui, employé par Strabon, ou même tel qu'il pouvait être employé par les Arméniens, a tendance à cette époque à couvrir assez large et n'indique pas incontestablement une composante iranienne. Ça peut être un nom un peu passe-partout qui, à cause du prestige de l'iranienne Anaïta, s'est retrouvé appliqué à des divinités locales qui pouvaient n'avoir rien d'iranien historiquement, et dans le cas dont il est question ici, on pourrait peut-être penser plutôt à un culte local de la haute Mésopotamie. Alors, il y a un cas connu, un seul, en Iran, d'une jeune fille qui a été consacrée à la déesse Anaïta. Ce cas est relaté par Plutarque à propos de l'époque achéménide dans sa vie du souverain achéménide Artaxerxès, qui est donc Artaxerxès II, dont le très long règne s'étend dans la deuxième moitié du IVe siècle. Alors, que nous dit Plutarque, dont la source était vraisemblablement Ctésias, le médecin grec de la cour achéménide? Il nous explique qu'Artaxerxès, le frère d'Artaxerxès, qui était son rival, Cyrus, convoitait une concubine royale, à l'époque où leur père, Darius II, vivait encore. Et Artaxerxès, pour embêter son frère, a obtenu de son père la concubine en question, et il l'a fait nommer prêtresse du temple d'Artémis Anaïtis à Ecbatane. Et, nous dit Plutarque, c'était pour qu'elle y demeure chaste pour le reste de sa vie. Donc on a bien la consécration d'une jeune fille à Anaïta. Le problème, c'est que c'est exactement l'inverse de la prostitution sacrée. On est donc là, et il se trouve d'ailleurs que du point de vue zoroastrien, le vœu de chasteté ne paraît pas plus conforme aux principes de la religion que la prostitution dans un temple. Donc on a donc affaire à ces sources historiques bien maigres et bien difficiles d'interprétation. Tout ça, ça ne forme pas une base bien solide pour mettre des prostituées sacrées à El Kharas. Mais bon, après tout, ce n'est pas une hypothèse à écarter dans un site fluvial. Moi, disons, j'aurais tendance à interpréter mon opinion personnelle, donc, qui n'engage que moi sur les restes du monument, c'est que je ne vois rien de spécifiquement cultuel, je ne vois rien qui permette vraiment d'en faire un temple, même l'existence de ces statues. Je pense qu'il s'agit d'un micro-palais. Et on aurait donc là une partie cérémonielle bipartite et une partie résidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est également bipartite.
Alors ça rappelle ce qu'on a au palais d'Aïkhanou, dont j'ai parlé l'année dernière, où on a effectivement des grandes pièces de réception, des locaux de chancellerie, divisés en 2 blocs, et chacun lié à une partie résidentielle. C'est plutôt à ça que ça me ferait penser. Contrairement à Kochelenko et Bongart-Levin, je ne crois pas qu'il s'agisse de casernes. Ça paraît, ces appartements sont quand même à mon avis, enfin, voilà, un peu grands pour des locaux de casernement. Des locaux de casernement, on en a vu l'année dernière à propos du site de Campir Tepe, c'est vraiment des petites unités mono ou bicellulaires. Alors, je supposerais qu'il s'agit en fait d'un poste douanier où résidait un personnage sans doute important et vraisemblablement très enrichi par le produit des taxes, qui devait être le commandant de la place, et que ce personnage, à cette époque, qui est donc probablement placé au IIe siècle avant notre ère, affiche des goûts à la grecque qui ne sont pas monnaie courante, au Khorezm à ce moment-là. Mais bon, lui, il est directement, il accueille directement les transits qui viennent du sud. Alors, donc, les quelques sites que nous avons déjà eu l'occasion de voir, donc Kala Ligir 1, El Kharas, le petit site de Kalajik Tepe, nous montrent déjà une situation culturelle bien complexe dans le Khorezm de cette époque hellénistique, avec parfois des influences achéménides, assez spectaculaires, parfois des influences hellénistiques, assez spectaculaires aussi, tout cela coexistant. Et ce sont cette situation complexe, nous devrons la prendre en compte quand nous allons parler de la capitale. Parce que pour la première fois à cette époque, on voit au Khorezm une capitale. Ou plus exactement, semble-t-il, 2. Peut-être qu'ils se sont succédés. Disons au moins des grandes villes planifiées. Alors, nous verrons si on peut véritablement parler de villes. En tout cas, ce sont des grandes enceintes où le pouvoir s'affirme. Alors en fait, on en connaît 2. En frontière sud-est, on a le site de Bazar Kala, qui n'a pas été fouillé, qui a donc une enceinte carrée, une enceinte haute carrée et une enceinte basse carrée. Donc l'enceinte haute est sur un côté. Et la céramique, d'après la céramique, bon, il semblerait que ce serait peut-être plutôt du IIIe siècle avant notre ère. Et puis, lui succédant, semble-t-il, fin IIIe, début IIe siècle, on a le grand site d'Aksharan Kala, qui, lui, n'est pas en position frontalière, mais en position centrale. Et ce site a vécu 4 siècles. Et ce site, aujourd'hui, livre des découvertes totalement sensationnelles qui transforment la vision que même après le travail extraordinaire de la mission Tolstov, on avait de la civilisation antique du Khorezm. Je vais lui consacrer la prochaine séance et probablement davantage. En tout cas, ce site d'Aksharan Kala est plus grand que celui qui peut-être l'a précédé, Bazar Kala. Vous voyez qu'il est du même type, enceinte carrée dans l'angle d'une autre enceinte carrée, sauf qu'ici, l'enceinte carrée est... En réalité, c'est un jeu de matrioshka. On a une grande enceinte carrée, une autre, et encore une autre dans l'angle. Bon, ça s'emboîte. Ce site, donc j'ai dit, fondé fin IIIe, début IIe siècle avant notre ère, il est occupé jusqu'au IIe siècle de notre ère, il fait 42 hectares, ce qui, à l'échelle des grandes villes fortifiées de l'Asie centrale méridionale de la même époque, est peu, mais à l'échelle du Khorezm, c'est beaucoup. Un peu plus grand que Bazar Kala. S'agit-il pour autant de villes? Question bien complexe. C'est à Aksharan Kala qu'on a le maximum d'éléments pour essayer d'y répondre. Mais avant de parler de ce site qui mérite une attention toute
particulière, je dois faire un sort à encore un autre site de cette même époque. Il a été initialement daté plus tôt, IVe siècle avant notre ère. On sait maintenant qu'il est peut-être pas antérieur au IIe siècle avant notre ère. Donc tout ça, c'est contemporain, et comme je l'ai dit et redit, à chaque fois, avec le Khorezm, on est confronté à des plans différents. Voilà, une grande diversité dans les partis architecturaux. J'en ai donc parlé à propos de, quand j'ai présenté l'histoire de la mission Tolstov. C'est le site, jusqu'à aujourd'hui, c'est le site le plus mystérieux du Khorezm. J'espérais, en préparant ce cours, trouver des éléments qui me feraient sortir de mes doutes sur l'identification. Je dois dire, je suis toujours dans l'incapacité de choisir entre la destination proposée par les fouilleurs, qui est une destination funéraire royale, et la destination proposée par certains autres, qui serait tout simplement une forteresse frontalière. Il y a des arguments extrêmement sérieux pour les deux hypothèses. Je les présenterai. Kökrilgan-Kala, voilà l'état dans lequel les fouilleurs l'ont découvert. 1938, la même année donc, que Toprak-Kala, l'une des premières années de l'expédition Tolstov. Alors, vous voyez tout de même l'état dans lequel c'était. Ça fait 50 mètres de large, et les murs étaient conservés jusqu'à 8 mètres dans l'enceinte centrale qui est ici. 8 mètres de haut, c'est-à-dire on avait la naissance de l'étage supérieur. Il a été fouillé de manière intense et continuelle de 1950 à 1957, 7 ou 8 campagnes. Je dirais c'est le site qui les a le plus occupés. Il est publié avec grand soin et en grand détail dans un livre en 1967 sous les noms des coordinateurs de la publication collective. Les deux noms qui sont donnés, c'est Tolstov et Bella Weinberg, qui allait plus tard devenir la grande numismate du Khorezm. C'est un peu problématique une publication signée par Tolstov en 1967 parce que depuis 1964, un accident cérébral l'a rendu totalement incapable de travailler. Et, bien entendu, les fouilleurs étaient héritiers de sa pensée et il avait certainement laissé beaucoup d'éléments écrits. Mais enfin, on peut évidemment se poser la question de savoir dans quelle mesure, s'il avait été pleinement actif, il aurait tout cautionné de ce qui a été mis sous son nom. Le site se trouve donc en frontière sud-est, comme celui de Bazar-Kala. Il est près d'ailleurs de celui de Bazar-Kala auquel je viens de faire allusion. Aujourd'hui, malheureusement, il ne se visite plus parce que la zone a été remise en culture, et puis contrairement à d'autres sites, il est vraiment Kökrilgan-Kala est vraiment sur la plaine. J'y suis passé une fois, il n'y a vraiment plus que des chicots de murs, on ne saisit plus du tout la structure de la ruine. Ce site a connu 3 phases. Sa phase de construction, donc déjà avec la double enceinte, voilà une reconstitution, avec la double enceinte fortifiée. Tolstov datait d'environ 300 avant notre ère. Dans la publication, ils ont remonté, ils ont pensé que c'était le début du IVe siècle. On pense maintenant, d'après la céramique et d'autres indices, que c'est la fin du IIIe, peut-être même le IIe siècle, c'est-à-dire vraiment cette même époque à laquelle appartiennent les autres sites dont j'ai parlé.
C'était le premier état de ce monument dure jusqu'au 1er siècle avant notre ère, après quoi il y a un hiatus, du pillage, un abandon, et puis il est réoccupé en forteresse, et ça durera jusqu'au 3e, 4e siècle. Alors il se présente comme deux enceintes concentriques, fortifiées, l'extérieur faisant 90 mètres de diamètre, l'intérieur 42 mètres. Chacune de ces deux enceintes a deux étages, deux niveaux de galeries de tir. Et alors, c'est toujours la question qui se pose avec les galeries de tir et les archères des monuments d'Asie centrale, était-ce de parade, était-ce fonctionnel? Dans la publication, l'architecture militaire est présentée comme fonctionnelle. L'architecte a fourni des dessins extrêmement précis, avec des petits bonshommes qui tirent à l'arc pour montrer que vraiment ça pouvait marcher. Il y a des tirs croisés. Le point de vue des fouilleurs, c'est que ça a été pensé par des ingénieurs militaires comme un site devant véritablement se défendre. Alors, entre les deux enceintes, vous voyez, la cour intérieure est remplie de bâtiments d'allure modeste. Hein, vraiment, on a l'impression que c'est de l'architecture de squatter, des petits murs minces. Ces bâtiments, en fait, apparaissent assez tôt, dès le courant de la première phase. Alors, l'interprétation. Dès le début, dès les premières publications de Tolstoï, le monument est interprété comme le mausolée des rois du Khwarezm. Mausolée qui, dans les deuxième et troisième phases, aurait été réutilisé comme forteresse. Quels sont les arguments pour l'identification comme mausolée? Ces arguments ne manquent pas. L'argumentation la plus raffinée, en fait, a été présentée non pas dans la publication de 1967, mais dans un livre paru un peu après, le livre de Yuri Rapoport, qui avait d'ailleurs participé à la fouille et à la publication, livre paru en 1971 sur les ossuaires du Khwarezm. Mais en fait, c'est bien plus que sur les ossuaires du Khwarezm, c'est sur toute la question des monuments et pratiques funéraires au Khwarezm. Alors, les principaux arguments, c'est que, premièrement, c'est le plan général. Ce plan obéit au principe dit de la croix inscrite dans un cercle, enfin, c'est pas forcément d'ailleurs dans un cercle. Voilà Koikrilgan Kala, hein, donc un grand axe et des chambres latérales, perpendiculaires. Alors, et ici, ce sont les plans, un choix de plans d'une série de monuments qui, eux, sont incontestablement funéraires, qu'on appelle les mausolées du bas Sirdaria. Ces mausolées, je serai amené à en dire un mot plus tard, ont été construits selon des principes d'architecture et de maçonnerie qui venaient du Khwarezm. Visiblement, on pense même que les architectes et peut-être même les maîtres maçons venaient du Khwarezm, mais pour les besoins du repos éternel de chefs nomades, semi-nomades, disons se rattachant à la nébuleuse Scythe, Massagète. Alors Tolstoï aimait bien le terme d'apasiak, ça veut dire les sakas des eaux, les sakas aquatiques, dont Strabon nous parle, et effectivement, qui pourrait avoir été l'élément dominant dans cette région qui se trouve donc en lisière nord-est du Khwarezm. Alors vous voyez, peu ou prou, on retrouve toujours ce parti architectural. Alors ici, c'est assez net. Oui, c'est le monument de Tagisken. Alors c'est d'autres, Babishmoulla. Alors parfois on a 4 chambres dans un cercle, parfois on a vraiment une croix. Bon, alors évidemment, on pense à un symbolisme solaire, hein. La croix dans un cercle. Bon. Il faut savoir tout de même que ces monuments appartiennent à des périodes
assez distendus. Ceux qui évoquent peut-être le plus Kökrilgan-Kala, c'est Tagisken 2, mais qu'on date très tôt, c'est du début de l'âge du fer, c'est 9e, 7e siècle avant. Donc c'est une longue tradition qui commence à l'âge du fer ancien et qui se poursuit jusqu'à l'époque qui nous concerne. Alors, on voit qu'à Kökrilgan-Kala, le schéma se décline d'une manière plus sophistiquée encore qu'ailleurs, puisque c'est le seul cas, par exemple, d'abord, il n'y a pas 4 chambres, il y en a 8, et d'autre part, c'est le seul cas où, vous voyez, les parois, les petits côtés extérieurs des chambres sont arrondis pour s'inscrire, ce qui n'a pas d'intérêt fonctionnel particulier. Bon, évidemment, c'est peut-être plus facile pour poser la maçonnerie extérieure, mais visiblement, on a cherché à véritablement exprimer l'idée du rond inscrit, du carré inscrit dans le rond. Alors, un autre argument pour penser qu'il s'agit d'un monument funéraire, c'est le détail du plan de la zone intérieure. Alors, vous voyez comment ça se présente. En principe, il y a 2 moitiés qui, dès le début, voilà, ça c'est un couloir, une chambre, une chambre, une chambre, une chambre, une amorce de couloir avec une chambre. En réalité, au départ, ça communiquait. Voilà. Donc on avait vraiment 2 moitiés, séparées par un mur qui, lui, est d'origine. Donc dès le début, l'étage inférieur est fait de 2 moitiés étanches. Et la communication se fait en fait uniquement par l'extérieur, par la double volée d'escalier qui rejoint le chemin de ronde. Si vous voulez aller de là à là, il faut sortir, passer par l'escalier, faire le tour, rentrer. Bien. On voit tout de suite qu'on a des zones d'isolement croissantes. La moitié, alors sachant que ceci est une cloison secondaire, je crois que ça se voit davantage sur un autre plan. Attendez, voilà. Que j'ai dû. Excusez-moi. Ah, alors, oui. Voilà. Hop. Oui, voilà, c'est plus net ici. Vous voyez, les 2 moitiés hermétiques depuis le début, et secondairement une cloison ici. Alors on voit bien que la moitié, des 2 moitiés, c'est la moitié ouest qu'on avait cherché à le plus isoler dès la construction de départ. Pourquoi ? Parce que la volée d'escalier qui monte et rejoint le chemin de ronde, vous voyez tout de suite les branches sont plus courtes ici que là. C'est-à-dire que du chemin de ronde, vous voyez le départ de l'escalier dans cette partie. Mais quand vous êtes ici, vous ne voyez rien. L'escalier est masqué derrière le mur intérieur du chemin de ronde. Donc, il y a visiblement une intention de dissimulation. Cet escalier, d'ailleurs, a peu servi, les marches sont neuves. Bien. Et puis, à l'intérieur de cette zone ouest bien isolée, on a fait cette chambre 8 encore plus isolée, puisque vous voyez que de toutes, elle est la seule qui n'ait pas de meurtrière donnant sur l'extérieur. Elle est totalement aveugle. Et elle est isolée de tout le reste par ce mur, cette cloison secondaire, et par une grosse fosse. Donc véritablement, c'est le lieu le plus... voilà, c'est le cœur du coffre-fort. Voilà. Alors, bon, jusqu'ici, il s'agit d'observations assez convaincantes sur lesquelles tous les fouilleurs sont entrés en accord. Vous voyez sur ce plan là, le décor militaire quand même imposant avec la Barbacane. On a déjà vu des forteresses à Barbacane au Khorezm. Ici, bon, visiblement, ça se présente comme une architecture fonctionnelle. On atteint en fait, on n'entre pas dit de plein pied dans le rez-de-chaussée. On y arrive par le chemin de ronde, donc voilà la chaussée surélevée.
on arrive à l'étage. Et c'est à partir de là qu'on descend. En réalité, ce n'est pas le rez-de-chaussée, c'est le sous-sol. Bien. Alors, un autre trait significatif de ce monument, c'est que assez tôt, l'étage supérieur a été complètement détruit par un violent incendie qui a duré longtemps. Alors on sait que, du coup on ne sait pas ce qu'il y avait. Voilà, ce qu'il y avait à l'étage supérieur peut donner lieu à toutes sortes d'hypothèses. C'était complètement détruit. Cet incendie a fait effondrer les voûtes du bas. Et ensuite, on s'est livré par tunnel à un pillage intégral de ce qu'il y avait au sous-sol. Voilà une des chambres, hein, et voilà ce qu'on y a trouvé. Là, ici, c'est un secteur où la voûte tient encore. Alors, vous voyez, c'est la voûte en tranche inclinée dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, une architecture extrêmement soignée. Alors, on pense que cet incendie a eu lieu assez tôt parce que sous les habitations médiocres entre les deux enceintes, on a retrouvé des objets brûlés. Donc, certaines au moins de ces habitations se sont construites après que l'étage supérieur de la partie centrale ait brûlé. Alors, partant de là, quelle est la reconstitution proposée par les tenants de l'hypothèse funéraire? Alors, cette reconstitution est donc proposée par Rapoport. Il la propose dans la publication générale de 1967, mais là, son point de vue est un petit peu contrebalancé par celui d'autres auteurs de la publication, et il la propose, en la raffinant encore plus, dans son livre de 1971. Alors, pour Rapoport, deux moitiés, ça veut dire deux défunts. A priori, le roi et la reine. Alors, il a supposé le roi et son père, puis finalement, il pense qu'il préfère le roi et la reine. Alors, en fait, le premier défunt qu'on aurait déposé, c'était dans la moitié ouest, et plus précisément dans la chambre 8, ici, qui était dès le départ conçue pour être complètement aveugle. Il y voit la reine, qui serait morte la première. Alors, les arguments paraissent quand même assez faibles. C'est que le roi aurait eu droit à la moitié est, qui est du côté du soleil, alors on va plutôt mettre monsieur du côté du soleil, et madame du côté, on va dire de l'eau, des eaux. Et il y a un puits ici. Bon. Sauf qu'il dit lui-même c'est un puits symbolique, parce que c'est un puits d'où on n'a jamais pu extraire une goutte d'eau. Il n'a que 2 mètres de profondeur. Ce n'est pas un vrai puits. À mon avis, ce n'est pas un puits du tout, c'est une fosse qui peut-être a un caractère aussi a pour but de gêner, pas d'empêcher complètement, mais de rendre plus difficile la circulation. Voilà l'argumentation de Rapoport. Alors, plus tard, le roi meurt. Alors, on le dépose dans la moitié est, du côté du soleil levant. Bien, une royauté solaire, oui, bon, pourquoi pas. Effectivement, Hérodote et Strabon nous dit que le soleil est la divinité la plus sacrée des Massagètes, peuple auquel Strabon lui-même rattache les Chorasmiens. Le monument lui-même, ça on peut bien l'admettre, exprime dans son plan une symbolique solaire. Donc le roi soleil, n'est-ce pas, quand il meurt, est déposé à l'est. Et puis après ça, on met le feu à l'étage. On met le feu à l'étage, ou plutôt l'étage reçoit le bûcher funéraire du souverain avec tous les biens qu'on y fait disparaître. Alors là, il y a des analogies. Dans certains des mausolées du Sirdaria, effectivement, on a consumé le bûcher funéraire à l'étage du mausolée. Oui, mais enfin, il s'agit de mausolées de l'âge du fer ancien, beaucoup plus ancien que Cochrilgan-Cala. Alors, sur ce point de la destination de l'étage, tous les auteurs de la publication ne sont pas du même avis. L'architecte Lapirov Skoblo lui proposait que l'étage ait fonctionné comme un temple funéraire.
et du coup un temple funéraire avec une grande terrasse. Et du coup, eh bien, l'incendie serait à la fois plus tardif et non cultuel. Ce sera un incendie à caractère accidentel ou à caractère militaire. Alors, dans la publication, l'un des chapitres, mais dont je me demande s'il était véritablement cautionné par les autres auteurs, en fait j'ai de grands doutes, propose un raffinement supplémentaire. Ce temple funéraire de la terrasse de l'étage aurait été un observatoire. Et sur quoi repose cette interprétation? Sur cet objet. Alors, cet objet, en fait, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Et on a effectivement. Alors, c'est un disque de pierre avec des figures, des dents. Bien. Et on a trouvé effectivement une autre petite section de disque où l'autre pouvait, le cas échéant, s'emboîter. Alors, ça aurait été une sorte d'astrolabe primitif avec les triangles qui indiquent la position des astres, etc., etc. Je dois vous dire tout de suite que je n'ai strictement rien compris à la démonstration donnée dans le chapitre, et j'ai depuis, mais je n'ai pas encore retrouvé la référence, j'ai lu de la part d'un auteur russe une réfutation. Il s'agirait tout simplement d'une vaisselle ornementale. Alors, je me demande si cette hypothèse ne serait pas la séquelle de cette visite qu'en 1956, Tolstoï avait rendue à Stonehenge, qui, lui, est incontestablement un monument astronomique. Alors, cette interprétation funéraire, vous le voyez, malgré peut-être certaines outrances, elle a tout de même des arguments en sa faveur. Dans ma thèse sur les pratiques funéraires en Asie centrale, qui a été publiée en 1984, je l'avais moi-même endossée sans hésitation. À la même époque, Henri-Paul Francfort, qui étudiait les monuments du Khwarezm du point de vue de l'architecture militaire, écrivait que Köprülgân-Kala était un monument hybride, je cite ce qu'il écrit, « fusion du mausolée cylindrique venu du nord sans décor militaire », on les a vus, c'est cela, et de l'enceinte fortifiée circulaire venue du sud. Donc il ne met pas en cause la fonction funéraire. Plus tard, dans des conversations que j'ai eues avec des collègues d'Asie centrale, des doutes ont surgi. Certains collègues m'ont expliqué sans embâche que pour eux notamment, je pense à Edouard Veladze à Tachkent, que selon eux, Köprülgân-Kala était une forteresse, point barre. Bien. Mais là encore, selon cette caractéristique, ce trait que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, ça ne s'est jamais écrit, parce qu'il y a une sorte de tabou autour de la mission du Khwarezm. Sans doute, ça ne jouerait plus maintenant, mais pendant longtemps, et même à la période post-soviétique, il n'était pas évident d'attaquer dans des publications les conclusions de la mission du Khwarezm. Les articles qui tentaient de le faire ne passaient pas l'étape des comités de rédaction des grandes revues de Moscou. Minardi qui réexamine comme je l'ai dit, très soigneusement tous les monuments de cette époque, tout simplement ne prend pas parti quant à la fonction de Köprülgân-Kala. Il prend parti sur la chronologie, en faveur d'une chronologie plus basse que la publication, 3e, 2e siècle. Il prend parti sur les influences culturelles qui se manifestent dans le matériel qui a été retrouvé, qu'on va maintenant examiner rapidement, influence qu'il voit du côté de l'Asie centrale méridionale et hellénisée, mais il ne se prononce pas sur la destination première. Alors, bien, quelles objections peut-on être tenté de faire à l'interprétation funéraire ? D'abord,
je l'ai dit, les contradictions au sein même de l'équipe sur les interprétations. Pour Rapoport, c'est un bûcher funéraire qui brûle dès le début. Pour d'autres, c'est un temple funéraire qui brûle un peu après. On pourrait essayer de pousser les choses encore un peu plus loin et de dire pourquoi pas finalement un bâtiment résidentiel qui aurait été en grande partie construit en bois, à une époque où il était moins rare que maintenant. Nous allons le voir dans un instant. La combinaison en Asie centrale d'un étage avec, disons, des murs pas forcément très massifs, et d'un rez-de-chaussée très massif avec un plan dit en peigne, avec des locaux très longs de part et d'autre d'un corridor, tout simplement parce que c'est le plan qui s'adapte le mieux au stockage, est extrêmement répandu. Minardi pense que l'incendie, d'après l'incendie en fait assez tard, au milieu du 1er siècle avant notre ère, et en fait au même moment, à la capitale, à Kshakankala, il y a eu un incendie, un incendie et un siège. Donc il est tenté de mettre en rapport les deux événements avec un épisode militaire dramatique survenu au Khorezm à cette époque. On a un petit indice, ce ne serait apparemment pas une invasion nomade, parce que le siège d'Akshakankala a été mené par des gens qui connaissaient l'usage de la catapulte et des machines de siège. Donc, je hasarderais une intervention de l'Empire parthe, éventuellement. Alors, autre objection à l'interprétation funéraire. Même si le mobilier a été entièrement pillé, ce que je suis bien prêt à admettre, c'est une situation tout de même il reste toujours quelque chose. Je ne connais pas d'exemple de kurgan, de nomades, de monuments funéraires où le pillage n'est pas laissé échapper, ne serait-ce que quelques petits boutons en or, quelques objets. C'est jamais, surtout d'un pillage accompli sous des voûtes écroulées au moyen de tunnels, les pilleurs n'avaient pas de détecteur de métaux et ils laissent toujours quelque chose derrière eux. Or là, vraiment, il n'y a rien. On a un misérable objet en feuille d'or, mais il appartient à une phase ultérieure. Ce qu'on trouve plutôt dans le matériel, qui appartient à la première phase, ce sont des objets qui ont un décor, je dirais effectivement, de type qui semble plutôt faire allusion à la vie aristocratique, avec des influences iconographiques hellénistiques. Ici, ce sont des fragments de grandes gourdes en céramique. Alors, vous voyez visiblement ici une scène de banquet. Alors, il y a semble-t-il un enfant. Bon, peut-être une scène mythologique à la grecque. Ici, un personnage qui est visiblement en position de banqueteur, avec à côté de lui une harpe. Alors, on a aussi ces objets. Alors ici, clairement, ça fait référence aussi à la consommation du vin, puisque vous avez un personnage qui porte sur le dos une outre. Ici, c'est un type de motif qu'on trouve, qui semble avoir été assez populaire au Khorezm à cette époque. Alors, on a combinant divers êtres réels ou fantastiques dans un être. Alors vous avez une tête humaine ici barbue, vous avez une tête humaine ici non barbue, vous avez une tête d'oie et vous avez ici un griffon. Alors, Rapoport a essayé, en prenant des textes védiques, d'y voir la combinaison du principe solaire représenté par le griffon et de l'oiseau primordial, etc. C'est tout simplement, comme Paul Bernard me l'avait signalé depuis le début, ce que tous les historiens de l'art grec connaissent, de l'art gréco-romain, connaissent sous le nom de grille. Et on a ça aussi dans les sceaux sassanides. Il n'y a pas à y chercher une symbolique très puissante. Ce sont
des images de fantaisie où on combine des créatures hybrides. Alors ça, c'est une mode qui semble être venue de l'Asie centrale méridionale hellénistique et avoir séduit le public du Khorezm. Vous voyez qu'ici, rien dans ce matériel ne semble indiquer clairement une fonction funéraire royale. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. J'aborderai, je terminerai la semaine prochaine avec les objections qu'on peut faire à l'interprétation funéraire de Cockerill-Gankala. Et puis, pour faire la jonction entre la discussion sur ce site et la présentation de la grande capitale d'Aksharankala, je présenterai un certain nombre de données qui permettent de poser, et à mon avis de résoudre positivement, la question de l'appartenance au moins des élites du Khorezm à la religion zoroastrienne. Je vous remercie et je vous dis donc à la semaine prochaine.